Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme annoncé, je vous fais une vidéo pour poursuivre le chapitre sur les grandes révolutions techniques de l'information. Donc, je vous rappelle, vous avez un grand 1 sur la presse et nous avions noté en classe le titre du grand 2 qui porte donc sur la radio, l'information par le son, la radio, avec une première partie sur l'invention d'un nouveau média. Donc, vous reprenez le cours à cet endroit-là. Vous aviez donc, comme je vous avais indiqué, laissé de la place. Alors, la deuxième révolution industrielle, elle est caractérisée par le développement de l'électricité. Et ça va changer vraiment énormément de choses et en ce qui nous concerne pour les médias, ça va permettre notamment l'apparition des télécommunications. On appelle télécommunications tous les procédés de transmission d'informations à distance. Et donc ça va vraiment changer complètement les choses, puisque vous voyez avec la presse, il fallait acheter le journal pour ensuite le lire. Donc là, c'est quelque chose de nouveau qui va se produire et on va retracer un petit peu l'évolution de l'invention de ce qu'on va appeler en fait la radio. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes. La première chose qui va se passer, c'est que on se rend compte que grâce à ces techniques et grâce à l'électricité, on peut communiquer notamment grâce à un code qui est le code Morse international. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais vous voyez là, je vous ai mis l'alphabet, enfin le code Morse international. L'idée, c'est que c'est des signaux sonores. Et donc, par exemple, vous voyez le début de l'alphabet, un signal court et un signal long, ça va être un A, et donc ensuite on répète des signaux sonores pour faire des mots et des phrases, etc. Donc c'est un peu fastidieux, mais néanmoins c'est assez révolutionnaire le fait que maintenant on va pouvoir le faire à distance. Et vous voyez, en 1851, on met en place un câble entre la France et l'Angleterre. Donc il faut se rendre compte à quel point c'est quelque chose de révolutionnaire, vraiment, puisque vous pouvez communiquer à distance entre deux pays, alors que les gens sont éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc c'est quelque chose de très nouveau et ça va beaucoup intéresser, pas mal de personnes, mais notamment un personnage qui s'appelle Field et qui se dit: «Bon, si on peut faire ça entre la France et l'Angleterre, il n'y a pas de raison qu'on ne vise pas plus haut et donc moi je pense qu'on peut faire un câble entre les États-Unis et l'Irlande». Donc vous voyez sur la carte, il a pris l'Irlande et au niveau des États-Unis, il a essayé de faire au plus court possible, ça fait quand même 3000 kilomètres. Et en 1858, il met en place un projet, donc c'est lui, hein, qui porte le truc. Il met en place un projet avec des bateaux qui vont traverser l'Atlantique et qui vont dérouler le câble au fur et à mesure. Donc vous voyez, là, je vous ai mis une diapo avec ce à quoi ressemblait ce fameux câble. Et vous voyez sur la diapositive, là, un bateau. Et là, vous avez le dispositif qui permet de dérouler ce câble sur tous ces kilomètres. Et donc, il fait ça en 1858. Et il parvient à envoyer un 1er message, ce premier message officiel de Field, qui est le suivant: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix et bienveillance envers les hommes sur terre». Et vu que c'est quelque chose de complètement révolutionnaire, je ne sais pas si vous imaginez, on a réussi à communiquer entre 2 continents carrément, de 3000 kilomètres de distance, donc c'est incroyable. Donc pour commémorer ça, en fait, la reine Victoria et le président américain vont faire un échange de félicitations un peu. Et donc vous voyez, je vous l'ai mis là sur la diapo, le message du président américain fait 98 mots, la réponse en fait 149. Pour transmettre ces messages, il faut 16 heures pour le premier, 10 heures pour le second. Donc vous voyez, on n'est pas encore sur quelque chose d'extrêmement rapide. Ça nous paraît, nous, assez improbable dans la mesure où ces deux messages sont plus courts qu'un tweet qui nous met quelques millisecondes à arriver. Mais néanmoins, encore une fois, rendez-vous compte du progrès que ça représentait à l'époque. Avant, il fallait envoyer une lettre par bateau. Donc ça prenait des semaines. Là, en quelques heures, on parvient à échanger des messages. Alors, ce câble qui a été installé fonctionne de plus en plus mal, mais Field croit en son idée, hein, il est têtu, il fait deux autres tentatives, et finalement, il parvient en 1866 à installer définitivement un câble entre les États-Unis et l'Angleterre. Et à partir du moment où il a montré qu'on pouvait faire ça et que ça fonctionnait et que ça tenait, les câbles vont se développer un peu partout dans le monde. Là, je vous mets une carte du réseau télégraphique mondial en 1901. Donc vous voyez, on a pris en main vraiment cette technologie, on en a déployé un peu partout en fait. On s'est rendu compte à quel point c'était pratique. Ça révolutionne complètement les informations, encore une fois, hein. Imaginez avant, pour aller, que ce soit donc là on a vu entre les États-Unis et l'Europe, mais même de l'Europe à l'Asie, euh, pour enfin, faire passer des informations, il fallait des semaines. Donc là d'un coup, ça accélère considérablement la transmission des informations et vous comprenez, je pense assez bien que du point de vue des médias, ça va tout changer. On peut avoir une information beaucoup plus rapidement.
Donc cette technologie, hein, c'est ce qu'il faut noter un peu pour synthétiser ce que je viens de dire. En gros, du point de vue de l'information, pour relier vraiment notre sujet, c'est que cette technologie, elle permet de diffuser l'information beaucoup plus rapidement entre les pays, entre les continents. Alors, il se trouve que Field était sont très content que son idée ait fonctionné, qu'on ait développé ce réseau de câbles, mais assez vite, on va inventer une autre technique encore plus révolutionnaire qu'on va appeler la TSF, donc la télégraphie sans fil. Ça, c'est inventé en 1895. Alors là, imaginez pour les gens de l'époque, ça devient carrément magique, quoi. C'est-à-dire, déjà, avant, on tendait un câble, mais là, on n'a même plus besoin de câbles. Ça fonctionne par des ondes. Et on arrive à envoyer le premier message par TSF en 1901. Et c'est une communication transatlantique, c'est-à-dire à nouveau on traverse l'océan Atlantique entre l'Europe et les États-Unis. Donc vous vous rendez compte du potentiel que ça représente, on n'a même plus besoin de s'embêter à dérouler des câbles sur plusieurs milliers de kilomètres, là ça fonctionne par onde, donc c'est encore plus pratique. Je vous ai mis en photo un des premiers modèles de TSF. Et donc au début, la radio elle est utilisée surtout pour des usages militaires ou maritimes, et notamment par exemple le Titanic, vous savez le fameux bateau qui a coulé, a pu envoyer son message de détresse grâce à ce système de TSF, un SOS, qui a fait qu'on a réussi à sauver quand même une partie des gens qui étaient sur le bateau. Et suite à ça, on décide de rendre obligatoire les TSF sur les bateaux, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même très très utile de pouvoir faire des SOS notamment. Donc révolution totale, d'abord par des câbles, puis carrément par ondes. C'est vraiment la naissance là de la radio qu'on vient d'aborder dans cette sous-partie. Et donc, dans un deuxième temps, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que ce modèle va se diffuser, comment est-ce que ce média va se diffuser. Alors, vous avez ici le nombre de postes récepteurs radio, donc à deux dates, 1938-1949. Ce qu'on remarque globalement, c'est quand même que ça se démocratise de plus en plus. On peut se centrer dans un premier temps sur les États-Unis pour voir vraiment que ça se diffuse dans les foyers, puisque en 1938, on est déjà à 314 postes pour 1000 habitants. Et en 1949, on est à 543 postes pour 1000 habitants, sachant que c'est le nombre d'habitants, c'est pas les foyers. Donc si vous prenez en compte qu'une famille, en général, c'est un couple plus au moins un ou deux enfants, avec 543 postes pour 1000 habitants, ça veut dire que plus ou moins tout le monde a une radio. Et vous remarquez qu'il y a globalement une augmentation du nombre de radios dans les pays qu'on observe ici. Donc c'est quelque chose qui commence à se démocratiser. C'est permis par plusieurs choses. Le fait que ça devienne, vous vous souvenez, comme on l'a dit pour la presse, un média de masse. La radio, là, devient un média de masse. C'est permis, entre autres, par la simplification des appareils. Au tout début, vous aviez des appareils qu'on appelait de réception à galène. Ça, c'est des détails un peu techniques, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que les appareils se simplifient, qu'on passe à des radios à lampe qui sont plus simples à utiliser. Donc ça permet le fait que tout le monde un peu se mette à les utiliser. Néanmoins, et si je reviens sur le graphique précédent, vous remarquez qu'il y a quand même une inégalité de diffusion quand on compare par exemple les États-Unis, bon, qui sont largement devant, mais les autres pays les rattrapent, hein, Allemagne, France, Royaume-Uni, Japon un peu en dessous, et des pays comme l'Algérie ou l'Inde, il y a quand même un très gros écart. Et donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette diffusion concerne surtout les pays développés, donc notamment Europe et Amérique du Nord. Les pays en développement sont encore très peu équipés là, en 1950, hein, pour faire un point à ce moment-là. Il y a encore assez peu de radios dans les pays en développement. Néanmoins, progressivement, la radio devient, on fait le lien avec notre sujet, hein, la radio devient un média privilégié pour l'information. En effet, elle présente plusieurs avantages. Alors, ces avantages, je pense que si on avait été en classe, je vous aurais un petit peu demandé, vous auriez pu en deviner certains. Plusieurs avantages, donc. Premièrement, elle permet de transmettre l'information de manière instantanée. Par rapport à la presse, hein, ça va beaucoup plus vite. Deuxièmement, les informations sont également plus vivantes. C'est-à-dire que comme c'est des gens qui parlent, c'est pas tout à fait la même chose que quand vous lisez la presse. Donc c'est un peu plus accessible. Comme c'est plus vivant, c'est plus accessible. Ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Voilà les principaux avantages. Ce qui fait que les premiers journaux radiophoniques, donc c'est-à-dire comme un JT mais à la radio, apparaissent à la fin des années 20, 1920, et des grandes stations radio, par exemple la BBC, naît en 1922.
Vous avez, dans votre livre et on terminera là-dessus, un document qui est assez intéressant, document 2 page 22 sur les fireside chats développés par, Franklin Roosevelt, qui nous montre bien, ça c'est un exemple que vous pouvez vraiment retenir, qui nous montre bien que les hommes politiques ont compris l'utilité de la radio. Franklin Roosevelt, il décide de s'adresser directement aux Américains dans donc ces fireside chats, donc ça veut dire, si on traduisait, les causeries au coin du feu. Il a compris que s'adresser directement à la population, ça permettait de créer un rapport beaucoup plus direct. Les gens ont l'impression du coup de connaître leur président, quasiment, comme s'il leur parlait directement à eux. Et donc il utilise ça vraiment pendant des années, il va leur parler pour leur expliquer ce qu'il fait, pourquoi il le fait, etc. Et ça lui permet vraiment de se rapprocher de la population et d'avoir plus de popularité. Voilà pour cette sous-partie et ensuite on retombe sur ce qu'on avait fait en classe. Vous aviez noté la troisième sous-partie et la radio pendant la Seconde Guerre mondiale et vous avez ici collé le résumé de l'exposé qui avait été fait en classe. Et donc suite à l'exposé, là, la partie sur la radio est terminée.